Bonjour, dans cette partie de cours, on va essayer de voir les modèles classiques de l'atome. Parmi les modèles classiques qui ont été étudiés pour l'atome, on a le modèle atomique de Dalton. Il a dit que la matière est faite d'atomes de forme sphérique pleine qui ont la propriété de ne pas se diviser en plusieurs parties. Par la suite, il y a le modèle de Thomson qui a été décrit l'atome comme une sphère remplie d'une substance électriquement positive où à l'intérieur de sphère, il y a des électrons négatifs et mobiles. Et il a prouvé expérimentalement l'existence des électrons. Par la suite, il vient le modèle de Rutherford. Ce modèle est basé sur l'existence du noyau dans lequel est pratiquement concentrée toute la masse de l'atome et autour duquel gravitent des électrons. Donc, entre le noyau et l'électron, ou bien les électrons, il y a deux vides. La, la stabilité mécanique, la stabilité mécanique résulte de la compensation des forces d'attraction Fa ou bien des forces coulombiennes par les forces répulsives ou bien centrifuges Fc, dues à la rotation des électrons autour du noyau. L'hydrogène est le plus léger de tous les éléments et il est constitué d'un proton et d'un électron. L'absence des répulsions électroniques font de lui l'élément le plus simple. On fera toujours appel à cet élément pour étudier les différentes théories. Ensuite, on procédera par analogie aux résultats et au modèle de l'atome d'hydrogène pour l'étude de tout autre élément. L'hydrogène est constitué d'un atome, d'un noyau et d'un électron séparés par une distance r. D'après Rutherford, l'électron décrit une trajectoire circulaire de vitesse v, tandis que le noyau est relativement lourd, reste pratiquement fixe. Selon ce modèle, l'électron est soumis à deux forces opposées. La force de répulsion centrifuge qui tend à éloigner l'électron du noyau, donc Fc est égal à mv au carré sur R, et la force d'attraction ou bien coulombienne qui tend à le rapprocher du noyau, Fa qui est égal à la charge de l'électron à la puissance 2 divisé par 4pi epsilon 0 R au carré. Avec epsilon, c'est la permittivité de vide qui est égale à 8,85 10 à la puissance moins 12. Maintenant, si le système est maintenu à l'équilibre, le système noyau-électron, et pour sa stabilité, on a la condition suivante. C'est que la norme de la force d'attraction, ou bien la force coulombienne, est égale à la norme de la force de répulsion centrifuge. Pour calculer le rayon de l'orbital, donc la charge de l'électron à la puissance 2 divisé par 4pi epsilon 0 r au carré est égal à mv au carré sur r, ce qui implique que le rayon r est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois e au carré sur m sur la masse de la charge fois la vitesse à la puissance 2. Et pour calculer l'énergie de l'électron, on sait que l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, de telle manière que l'énergie potentielle, c'est l'intégrale de la force d'attraction selon de R à plus l'infini est égale à l'intégrale de R à l'infini de la charge à la puissance 2 divisé par 4pi epsilon 0 R au carré d de R qui est égale selon la fonction primitive de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R, donc c'est moins E au carré,
divisé par 4p epsilon 0 R. Et l'énergie cinétique EC qui est égale à 1 demi m v au carré qui est égal à 1 sur 4p epsilon 0 multiplié par e au carré sur 2r. En remplaçant m v au carré selon la relation 1, d'où l'énergie totale, donc c'est 1 sur 2 multiplié par 1 sur 4 p epsilon 0 fois e à la puissance au carré 2r. L'énergie de l'électron est en fonction de R de rayon, de R qui est le rayon de trajectoire. Si on se base sur les lois électrodynamiques, il impose que l'électron en mouvement doit perdre de l'énergie sous forme de rayonnement. Par conséquent, l'énergie totale devrait diminuer en fonction de R. Ce qui, donc, une chute rapide d'électrons sur le noyau, ce qui conduit à la destruction de l'atome. Donc, l'insuffisance de modèle de Rutherford. Pour enlever le problème de modèle de Rutherford, perte continue de l'énergie de l'électron, pour cela, Bohr proposa un autre modèle atomique permettant de remédier aux défauts de modèle précédent. Le premier postulat de Bohr, donc, dans l'atome, le noyau est immobile. L'électron de masse m ne peut se trouver que sur des orbitales bien précises ou permises, de telle sorte que son énergie reste constante. On les appelle orbitales stationnaires. Pour le deuxième postulat de Bohr, lorsque l'électron passe d'une orbitale stationnaire à une autre, il émet ou absorbe un quantum d'énergie h nu. Donc, lorsque l'électron passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, c'est-à-dire on a une absorption, et lorsque l'électron passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, c'est-à-dire qu'on a une émission. Et par la suite, la variation d'énergie entre les deux niveaux d'énergie, c'est delta E est égal à la valeur absolue de l'énergie E2 moins l'énergie 1 qui est égale à H nu, qui est égal à H6 sur lambda, qui est égal à H bar W. Avec H et la constante de Planck qui est égale à 6,63 10 à la puissance moins 34 joules seconde, V est nu et la fréquence de l'onde électromagnétique associée au photon, H bar qui est égal à H sur 2P et oméga est égal à 2P nu, c'est la pulsation en seconde moins 1, lambda c'est la longueur d'onde en mètres ou bien en nanomètres, C c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pour le troisième postulat de Bohr, le moment cinétique de l'électron est un multiple entier de la constante H sur 2P, c'est-à-dire MV R est égal à NH sur 2P est égal à NH bar. N c'est un nombre quantique principal. Avec N, il peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ce modèle de Bohr a connu un grand succès et il a permis d'interpréter l'ensemble des raies du spectre de l'hydrogène. L'application des postulats de Bohr conduit à l'expression de l'énergie En de l'électron sur les orbitales privilégiées de rayon Rn. Maintenant, lorsque l'électron occupe l'orbital d'ordre n, et à partir de ces postulats de Bohr, on peut calculer les rayons et les énergies correspondant aux orbitales stationnaires de l'atome d'hydrogène. Lorsque l'électron occupe l'orbital d'ordre n, et à partir de ces postulats, Bohr a calculé les rayons et les énergies correspondant aux orbitales stationnaires de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire que mvr est égal à nh sur 2p, selon le troisième postulat, v au carré est égal à 1 sur mv au carré fois h sur 2p. Et à l'équilibre du système noyau-électron, la force d'attraction est égale à la force de répulsion, donc
mv au carré sur r est égal à 1 sur 4p epsilon 0 fois e au carré sur r au carré. La combinaison de l'équation 1 avec l'équation 2 conduit à l'expression de rayon de l'orbital où circule l'électron. C'est-à-dire que Rn est égal à n au carré, h au carré, epsilon 0, mv, mp, e au carré. Et comme h, epsilon 0, p, m et e sont des constantes, alors le rayon R de l'orbital ne dépend que de la valeur de nombre positif n, appelé nombre quantique principal. Pour l'atome d'hydrogène, R1 est égal à 5,3 10 à la puissance moins 11 mètres, qui est égal à 0,53 angstrom. Nous avons déjà l'expression de l'énergie totale en fonction de R, qui est égale, donc l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à 1 sur 2, 1 sur 4p epsilon 0 fois E au carré sur 2p, sur 2r, pardon. On remplace R par son expression, on obtient l'énergie de l'orbital stationnaire N qui devient ET est égal à EN est égal à moins M E à la puissance 4 sur 8h au carré, epsilon 0 au carré fois 1 sur N. Le rayon et l'énergie de l'électron dépendent de nombres entiers n et sont donc quantifiés. Lorsque n différent de 1, donc on a le rayon de l'orbital Rn est égal à 0,53 n au carré et l'énergie de l'orbital n est égale à moins 13,6 divisé par n au carré électron-volt. Le nombre n désigne les couches électroniques de l'atome représentées par des lettres suivant l'alphabet de façon croissante à partir de la lettre K. Si n est égal à 1, maintenant correspond à l'état fondamental, c'est l'état dans lequel l'atome est plus stable. n est égal à 1, c'est-à-dire que R1 est égal à 0,53 angstrom, est égal à A0, appelé rayon de bord. En est égal à moins 13,6, c'est l'énergie fondamentale. Lorsqu'on soumet l'hydrogène ou bien la molécule d'hydrogène sous très faible pression 10 à la puissance moins 3 bar à une décharge électrique créée par un générateur haute tension, on observe une émission lumineuse qui constitue le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. C'est un spectre discontinué constitué de raies ou bien des séries de raies. Le spectre est constitué de radiations monochromatiques de longueur d'onde lambda bien définie, spectre de raies. L'expérience a montré que le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène présente un grand nombre de raies, dont l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Les premières raies étudiées se situent dans le domaine de visible. Elles appartiennent à la série de Balmer. Pour conclure, selon le modèle de Bohr, pour l'atome d'hydrogène, l'électron ne peut se trouver que sur des orbitales n de rayon Rn et avec une énergie En. Bohr a expliqué les raies observées lors d'une transition entre niveaux électroniques en appliquant le deuxième postulat. Le passage de l'électron d'une orbitale n à une orbitale ou bien à une autre orbitale p se fait par émission d'un photon h nu, donc échange d'énergie. En tenant compte de l'expression de l'énergie totale, on obtient que la variation d'énergie est égale à la valeur absolue EP moins En qui est égal à h nu qui est égal à h sur lambda est égal à m e à la puissance 4 divisé par 8h au carré epsilon 0 au carré multiplié par 1 sur n au carré moins 1 sur p au carré, toujours avec p qui est supérieur à n. Sachant que le nombre d'ondes nu bar qui est égal à 1 sur lambda est égal à la masse de l'électron multiplié par la charge à la puissance 4 divisé par 8h à la puissance 3 epsilon au carré c de factoriel de 1 sur n au carré moins 1 sur p qui est égal à RH multiplié ou bien factoriel de 1 sur n au carré moins 1 sur p au carré, toujours p supérieur à n. RH est égal à 1,097 10 à la puissance 7 mètres moins 1, donc c'est la constante de Richelberg. Par la suite, Balmer a montré
expérimentalement en 1885 que les longueurs d'onde de Ray n'étaient pas quelconques et qu'on pourrait les calculer par la formule le nombre d'ondes est égal à 1 sur lambda RH factoriel de 1 sur 2 au carré moins 1 sur m au carré. M, c'est un nombre entier qui est supérieur à 2. RH, c'est la constante de Rydberg. RH est égal à 1,097 10 à la puissance 7 mètres moins 1. C'est la formule empirique de Balmer. En 1908, Reeds a généralisé la formule de Balmer de telle manière que le nombre d'ondes est égal à 1 sur lambda est égal à RH factoriel de 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré. Cette relation permet de calculer la longueur d'onde pour une transition quelconque. Pour cela, à chaque transition correspond une raie bien définie. Par la suite, une série de raies correspond à l'ensemble de toutes les raies qui font revenir à l'électron sur un niveau donné n. C'est-à-dire que chaque série est définie par le niveau d'énergie finale de transition électronique. Pour la série de Lyman, donc on a n qui est égal à 1 et p supérieur à 1, c'est-à-dire que p peut prendre les valeurs de 3 jusqu'à l'infini. Donc, il se trouve dans le domaine visible. La série de Balmer, n est égal à 2 avec p supérieur à 2, donc il se trouve dans le domaine ultraviolet. La série de Paschen, n est égal à 3 et p supérieur à 3. La série de Brackett, n est égal à 4 et p supérieur à 4. La série de Pond, n est égal à 5 et p supérieur à 5 et se trouve dans le domaine infrarouge. Par la suite, ou bien à titre d'exemple, si on veut déterminer à quelle transition correspond la radiation H-alpha de la série de Balmer de longueur d'onde lambda 1 qui est égal à 655 nanomètres. Donc, selon la relation de Reeds, on sait que le nombre d'ondes est égal à 1 sur lambda est égal à RH, 1 sur 2 au carré moins 1 sur m au carré. Parce qu'on est dans la série de Balmer. Cette transition correspond à la série de Balmer, c'est-à-dire qu'on a une émission de niveau n au niveau 2. Donc, si on fait le calcul, donc on aura n qui est égal à 3. Donc, la radiation correspond donc à la transition n est égal à 3 à n est égal à 2. L'énergie d'excitation. Qu'est-ce que c'est que l'énergie d'excitation? L'énergie d'excitation de l'atome d'hydrogène, donc c'est l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'orbital N1 à une orbitale supérieure N2 avec delta E qui est égal à E1 moins E2. Pour l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'orbital n est égal à 1 à n est égal à l'infini. Ce phénomène correspond à l'arrachement de l'électron de l'atome. Pour le cas d'un atome d'hydrogène, donc on a l'énergie d'ionisation est égale à l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état fondamental est égale à moins l'énergie de l'état fondamental est égale à 13,6 électronvolts. C'est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Le modèle de Bohr s'applique également aux atomes les plus simples et ne possèdent qu'un seul électron. Ce type d'ions sont appelés hydrogénoïdes tels que le hélium+, lithium 2+, le beryllium 3+, et le bore 4+. On peut définir un hydrogénoïde est un ion qui a Z protons plus et un seul électron moins E, gravitant autour de deux noyaux. À titre d'exemple, qu'on vient de dire, c'est le hélium plus, lithium 2+, le beryllium 3+, le bore 4+, ainsi de suite. Donc, on a l'hélium. Après arrachement d'un électron, donc on a l'hélium plus, c'est-à-dire il contient un seul électron et deux protons. Lithium de plus, donc il contient un seul électron et trois protons. Toujours on doit avoir un seul électron.
Donc, les expressions de rayons Rn et de l'énergie N pour les hydrogènes sont calculées en remplaçant la charge du noyau de l'hydrogène Z est égal à 1 électron par ZE électrons. Donc, les expressions pour l'atome d'hydrogène, on a le rayon Rn est égal à epsilon 0 H au carré sur PME au carré fois N au carré, c'est-à-dire si Rn est égal au rayon de bord A0 fois N au carré, donc c'est le nombre quantique principal N au carré. Pour l'expression de l'ion hydrogénoïde, donc on remplace Z ou bien un électron par Z électron, c'est-à-dire que le rayon de bord devient A0 N au carré sur Z qui est égal à 0,529 avec une précision exacte fois N au carré sur Z. Pour l'énergie En, donc est égal à moins ME à la puissance 4 divisé par 8 epsilon au carré H au carré fois 1 sur N au carré, c'est-à-dire que l'énergie En est égale à moins 13,6 divisé sur N au carré. Pour l'expression de cette énergie pour un ion hydrogénoïde, donc c'est E1 Z au carré sur N au carré, c'est-à-dire moins 13,6 Z au carré sur N au carré. De même pour le nombre d'ondes, donc on a nu bar qui est égal à 1 sur lambda est égal à m e à la puissance 4 divisé par 8 epsilon au carré ch à la puissance 3 multiplié ou bien factoriel de 1 sur n au carré à l'état final moins 1 sur n au carré à l'état initial avec n final supérieur à n initial. Et par la suite, cette valeur ou bien cette expression en remplaçant les constantes par la constante de Rydberg, c'est-à-dire nu bar est égal à 1 sur lambda RH fois factoriel de 1 sur n au carré final moins 1 sur n au carré initial. Et pour cette expression pour un ion hydrogénoïde, nu bar est égal à 1 sur lambda RH z au carré factoriel de 1 sur n au carré moins 1 sur n au carré 2. Selon deux contraintes, le modèle de Bohr, il décrit les spectres d'émission de l'atome d'hydrogène et des hydrogénoïdes des systèmes monoélectroniques. Le modèle de Bohr est inapplicable aux atomes polyélectroniques, dédoublement des raies, c'est-à-dire qu'il est incapable d'expliquer le dédoublement des raies spectrales observé lors de l'application d'un champ magnétique ou électrique intense. En plus, les concepts de la mécanique classique, vitesse et position, ne sont pas applicables à l'échelle microscopique de la nécessité de trouver une nouvelle mécanique, d'où la naissance de la mécanique quantique ou ondulatoire. Le début du XXe siècle a vu naissance d'une nouvelle mécanique appelée mécanique quantique, capable d'étudier des systèmes microscopiques. On commence ce modèle quantique de l'atome par le postulat de Broglie, pré-Nobel 1929. À toute particule d'un corpuscule de masse m animée de la vitesse v, on associe une onde dont la longueur d'onde est déterminée par la relation de Broglie, c'est-à-dire lambda est égal à h sur p ou lambda est égal à h sur mv. Avec h c'est la constante de Planck, en joule seconde, lambda en mètres, m c'est la masse en kilogrammes, v c'est la vitesse de la particule en mètres secondes moins 1. À titre d'exemple, à un électron animé d'une vitesse v est égal à 10 à la puissance 7 mètres secondes moins 1, il associe une onde telle que, par application de postulat de Broglie, lambda est égal à h sur p est égal à h sur mv. Donc, si on fait une application numérique, donc on aura lambda qui est égal à 0,73 10 à la puissance moins 10 mètres. À l'échelle macroscopique, ces ondes de Broglie n'interviennent pas. À l'échelle atomique, donc il est impossible de déterminer avec précision et simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule. Donc, l'incertitude sur la position d'état x est liée à l'incertitude sur la quantité de mouvement
delta de telle manière que, ou bien cela se traduit par la relation delta x fois delta p est supérieur ou égal à h sur 2p. Delta x, c'est l'incertitude sur la position. Delta p, c'est l'incertitude sur la quantité de mouvement. H, c'est la constante de Planck. À titre d'exemple, et pour un objet microscopique tel que la particule d'électrons de masse 10 à la puissance moins 30 kg, qui a une incertitude de vitesse delta v qui est égale à 1 mètre par seconde, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, m delta x fois delta v est supérieur ou égal à 10 à la puissance moins 34. Alors delta v fois delta x est égal 10 est supérieur ou égal à 10 à la puissance moins 4. C'est-à-dire que delta x est égal à 10 à la puissance moins 4. Imprécision énorme comparée à la taille d'un atome, 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc on a une grande précision sur la position entraîne une grande incertitude sur la quantité de mouvement. Pour un objet maintenant macroscopique de masse m est égal à 1 kg et une variation ou une incertitude de position est égale à 1 mètre, alors et selon le principe d'incertitude de Heisenberg, delta x fois delta v est supérieur ou égal à 10 à la puissance moins 34, delta v est égal à 10 à la puissance moins 34 mètres par seconde, alors à l'échelle macroscopique, ce principe n'a aucune conséquence pratique. Maintenant, en mécanique classique, l'étude de mouvement d'un électron consiste à rechercher sa trajectoire avec précision. Par contre, en mécanique quantique, on parle de la probabilité de trouver l'électron en un certain point de l'espace. Cette probabilité de présence est donnée par dp qui est égal à la fonction d'onde au carré dv. C'est-à-dire que la probabilité de trouver l'électron à un instant t dans l'élément de volume d'espace. Comme on a déjà dit, en mécanique quantique, on décrit un électron se trouvant au point M de coordonnées x, y, z à un instant t par une fonction complexe psi x, y, z, t appelée fonction d'onde ou orbitale, décrivant totalement le comportement de l'électron et solution de l'équation de Schrödinger h psi est égal à E psi. Avec E, c'est l'énergie totale du système, H opérateur hamiltonien, avec H est égal à moins H au carré sur 8 P au carré M delta V, delta plus V. Delta, c'est l'opérateur laplacien. Laplacien est égal à la dérivée secondaire selon x, la dérivée secondaire selon y et la dérivée secondaire selon z. V, c'est l'énergie potentielle. La résolution de cette équation conduit aux différentes valeurs de l'énergie et de la fonction d'onde et font apparaître trois nombres appelés nombres quantiques n, l et ml. Ces trois nombres quantiques sont une naissance mathématique afin que les solutions de l'équation de Schrödinger soient acceptables physiquement. H CNLM est égal à EN CNLML. En mécanique quantique, le comportement de l'électron est entièrement décrit par la fonction d'onde CNL et ML, solution de l'équation de Schrödinger. Cette fonction est également appelée orbital atomique. L'orbital atomique présente un volume à l'intérieur duquel la probabilité de trouver l'électron est d'environ 95%. Pour la fonction d'onde psi ou bien orbital atomique, il fait intervenir quatre nombres appelés nombres quantiques qui caractérisent l'état d'un électron dans la résolution de l'équation de Schrödinger. Ces quatre nombres quantiques n, l et ml et ms. Donc, le nombre quantique principal n, c'est un entier positif non nul. Il caractérise les couches ou les niveaux d'énergie avec n qui est égal à 1, 2, 3, ainsi de suite. Plus n est élevé, plus la taille de l'orbital et l'énergie sont importantes. D'une manière générale, donc
Lorsque n est égal à 1, on a la couche K. Lorsque n est égal à 2, on a la couche L. Lorsque n est égal à 3, on a la couche M. Lorsque n est égal à 4, on a la couche N. Alors, lorsque n est égal à 1, la couche K contient au maximum 2 électrons. Pour n est égal à 2, la couche L avec 8 électrons au maximum. Puis, lorsque n est égal à 3, c'est la couche M avec 18 électrons au maximum. Le nombre maximum d'électrons que peut contenir une couche n est 2n au carré. Pour le nombre quantique secondaire azimutal noté L, ce deuxième nombre quantique caractérise la forme de l'orbital. Il définit une sous-couche électronique E à ce niveau d'énergie. Sa valeur est fonction de celle d'un nombre quantique principal n. Ce nombre quantique est un nombre entier positif en nul avec L qui est comprise entre 0 et n-1. Pour un nombre quantique principal n donné, L prend n valeurs. La sous-couche électronique est généralement dessinée par une lettre minuscule au lieu de la valeur numérique de L. Donc, pour une valeur de L qui est égale à 0, on a une sous-couche ou bien une orbitale S. Pour L est égal à 1, on a l'orbital P. Pour L est égal à 2, on a l'orbital D. Pour N est égal à 3, on a l'orbital F. Le nombre quantique magnétique M, L. C'est un nombre entier qui prend toutes les valeurs entières allant de moins L à plus L, c'est-à-dire que ML est compris entre moins L et plus L, soit 2L plus 1 valeur de ML. Il définit une case quantique. Pour symboliser graphiquement ce nombre quantique, on utilise un rectangle qui peut être rempli par 0, 1 ou 2 électrons. Ce nombre définit le nombre d'orientation de l'espace que peut prendre l'électron lorsqu'il est soumis à l'action d'un champ magnétique. Pour L donné, on a 2L plus 1 valeur de ML, donc 2L plus 1 orbital atomique. Pour chaque valeur de N, on a une valeur possible de L et n au carré valeur de ML. Donc, lorsque L est égal à 0, ML est égal à 0 et l'orbital qu'on a, c'est l'orbital, et l'orbital atomique qu'on a, c'est l'orbital NS. Pour L est égal à 1, ML peut prendre les valeurs moins 1, 0 et 1, donc l'orbital atomique qu'on a, c'est MP. Donc, c'est trois orientations, Px, Py et Pz. Lorsque L est égal à 2, ML peut avoir les valeurs moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Elle prend l'orbital atomique qu'on a, c'est l'orbital NT, donc on a 5 orbitales atomiques dégénérées, donc dxy, dxz, dyz, dx au carré moins y et dz au carré. Pour récapituler, donc pour une valeur possible de n, donc on a n est égal à 1, les valeurs possibles de L c'est 0, le symbole de la sous-couche ou l'orbital atomique c'est un S, ML prend la valeur 0, donc on a une seule orientation, c'est-à-dire une seule case quantique. Pour N est égal à 2, la valeur possible de L c'est 0 avec un symbole d'orbital atomique C2S, on a toujours une seule orientation, une seule case quantique, ou bien la valeur L peut avoir la valeur 1 avec une orbitale de P, c'est-à-dire ML peut avoir moins 1, 0 et plus 1. Trois orientations, c'est-à-dire trois cases quantiques. Lorsque N prend la valeur 3, donc les valeurs possibles de L, c'est 0, 1 et 2. Donc, pour L est égal à 0, on a la sous-couche ou bien l'orbital 3s avec une seule orientation. Lorsque L prend la valeur 1, on a l'orbital atomique C3p avec ML qui est égal à moins 1, 0 et plus 1, c'est-à-dire trois orientations, trois cases quantiques. Et lorsque L est égal à 2, on a l'orbital 3d,
c'est-à-dire ml prend les valeurs moins 1, moins 2, 0, plus 1 et plus 2. 5 orientations, 5 cases quantiques. Nombre quantique maintenant pour le nombre quantique du spin ms ne renseigne sur la rotation de l'électron sur lui-même. Ce mouvement porte le nom du spin de l'introduction d'un quatrième nombre quantique ms, nommé nombre quantique du spin ms. Deux orientations sont possibles. ms peut avoir la valeur plus 1, plus 1 demi, et ms peut avoir la valeur moins 1 demi. Chaque électron est décrit par un quadruplet n, l, ml et ms. Ainsi, chaque électron aura sa description quantique assurée par un quadruplet unique, le quadruplet n, l, m et ms. À chaque état n, l, ml et ms du système correspond une fonction d'onde si n, l, ml et ms est une orbitale atomique notée OA. Cette fonction d'onde est une fonction purement mathématique et il est en fonction des coordonnées de l'électron. Il est défini par les trois nombres quantiques n, l et ml, notés psi, n, l et ml. À titre d'exemple, donc l'orbital 2s est représenté par la fonction d'onde psi. Donc, c'est le niveau, lorsqu'on a 2, c'est-à-dire c'est le niveau 2. Lorsqu'on a S, donc c'est S, c'est-à-dire que L ne peut avoir que la valeur 0. Et lorsque L est égal à 0, c'est-à-dire que ML ne peut avoir que la valeur 0 aussi. Dans le tableau suivant, on représente la fonction d'onde qui peut être reliée par chaque orbital atomique. Donc, si n est égal à 1, L est égal à 0, on a l'orbital 1s, ml est égal à 0, c'est-à-dire la fonction d'onde qu'on peut avoir, c'est la fonction psi1, 0, 0, ms peut avoir soit la valeur plus 1 ou moins 1. Nombre d'électrons qu'il peut occuper dans l'orbital S, c'est 2 électrons, donc le nombre des électrons au maximum, ce sont 2. Lorsque n est égal à 2, donc L peut avoir la valeur 0 comme il peut avoir la valeur 1. Lorsqu'on a L est égal à la valeur 0, c'est l'orbital 2s. Et lorsque L est égal à 1, c'est l'orbital 2p. ML est égal à 0, ou bien ML est égal à moins 1, 0 et plus 1. Dans le premier cas, la fonction d'onde qu'on a, c'est psi2, 0, 0. Et dans le deuxième cas, lorsque L est égal à 1, donc on a trois fonctions, c'est psi de 1 moins 1, psi de 1, 0 et psi de 1, 1. Donc l'orbital S contient 2 électrons, l'orbital P contient 6 électrons parce qu'on a 3 orientations. Et par la suite, le nombre d'électrons que je peux avoir dans ce niveau n est égal à 2, c'est 8 électrons. De la même manière, lorsque n est égal à 3, donc L est égal à 0, on a l'orbital 3s, ML est égal à 0, la fonction d'onde c'est psi3, 0, 0, elle contient 2 électrons. L est égal, toujours le nombre n est égal à 3, le nombre L est égal, prend la valeur 1, donc l'orbital qu'on a, c'est l'orbital 3p, ML peut avoir la valeur plus 1, 0 ou moins 1, les fonctions d'onde qu'on a, c'est psi3, 1, moins 1, psi3, 1, 0, psi3, 1, 1. Donc 6 électrons, il peut avoir dans cet orbital. Et pour L est égal à 2, on a l'orbital atomique C3D et ML, il va avoir 5 orientations, donc c'est plus 2, plus 1, 0, moins 1 et moins 2. Et la fonction d'onde, c'est psi3,2 avec L qui prend les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, il va avoir des électrons. Et le niveau L est égal à 3, donc il va avoir au maximum 18 électrons. Donc, pour une valeur donnée de L, il y a une valeur possible de L, et pour chaque valeur de L, il y a 2L plus 1 valeur de ML. Sur la couche de nombre quantique principal N, il y a donc n au carré orbital atomique de même énergie.
dit niveau dégénéré. Chaque orbital atomique pourront accueillir 2 électrons de spin opposés. Une couche N pourrait contenir au total un maximum d'électrons, 2n au carré électrons. Pour la représentation graphique des orbitales atomiques, donc on a la représentation graphique de l'orbital NS. Les orbitales S sont caractérisées par la condition n supérieure à 1, L est égal à 0 et ML est égal à 0. La fonction d'onde s'écrit Cn00 ou bien Cns. L'orbital atomique S est représenté par une seule case quantique et pour chaque valeur de n correspond une seule orbitale S qui présente une symétrie sphérique. La représentation graphique de l'orbital P. Donc les orbitales P sont caractérisées par la condition n supérieure ou égale à 2, L est égal à 1 et ML est égal à moins 1, 0 et plus 1. Les fonctions d'onde s'écrivent de la manière Cn10 ou bien Cnpz, Cn1-1 ou bien Cnpx et Cn1 plus 1 ou bien Cnpy. Et on a les représentations sous forme de deux lobes selon les trois orientations de repère. À partir des valeurs de ML, donc on a trois orbitales correspondant à trois orientations de OX, OY et OZ d'un repère orthonormé. Pour la représentation des orbitales ND, les orbitales D sont caractérisées par la condition n supérieure à 3, L est égal à 2 et ML est égal à moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Les fonctions d'onde s'écrivent Cn1 moins 1, moins 2, 0, plus 1 et plus 2, ou bien Cndz, Cndxy, Cndxz, Cndyz et Cndx au carré moins y au carré. À partir des valeurs de ML, on aura 5 orbitales centrosymétriques. Ils ont la forme de deux lobes croisés, sauf pour dz au carré. 3 orbitales comportent 4 lobes qui se développent dans les plans des secteurs dxy, dxz et dzy. Dx au carré moins y au carré suivant les axes x, y, dz au carré a deux lobes centrés sur l'axe z et possède un petit volume torique dans le plan x ou y.